Cette formidable construction qui se dresse fièrement à l'horizon est un palais de justice. L'histoire le retient comme le plus grand, le plus haut jamais créé par l'homme. Et cet édifice digne de l'Égypte des pharaons, eh bien il est belge. Il devait être la fierté de Bruxelles et du royaume pour 1000 ans. Mais à peine un siècle après son achèvement, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Le voici, outragé, martyrisé, défiguré par une forêt d'échafaudage. Une forêt de métal présente depuis 37 ans et qui n'a jamais servi. Pendant ce temps, le palais se vide de ses occupants. De vastes espaces sont laissés à l'abandon et d'autres visiteurs en profitent. Comment tout cela est-il arrivé ? Nous avons mené l'enquête dans un dossier complètement surréaliste. C'est le plafond de la chapelle Sixtine. De qui se moque-t-on ? La faute à qui ? C'est peut-être une question à poser à la justice. C'est sur quelle page, là ? On a tellement mal aimé ce palais de justice qu'on l'a mis dans un sarcophage pour ne plus le voir. Vous allez découvrir un univers unique au monde. Et c'est pourtant bien chez nous que cela se passe. Voici l'histoire d'un trop grand palais pour une si petite Belgique, aujourd'hui dépassée par ce géant d'un autre temps. Un bâtiment à nul autre pareil, presque renié par le pays qui l'a créé. Un palais de justice dans une prison d'acier, comme condamné aux travaux forcés à perpétuité. Les moins de 40 ans n'ont jamais vu ce bâtiment sans échafaudage. Un immense mikado. Il devait permettre la restauration de la base de la coupole et de la façade principale. Mais les travaux n'ont jamais vraiment commencé. Aujourd'hui, on ne sait plus qui retient quoi. Et le temps a fait son œuvre. Alors ce palais conçu par l'architecte Poulart se transforme peu à peu en jardin botanique. De quoi mettre les murs extérieurs en danger. Ceux qui vivent au pied du bâtiment ne peuvent que constater les dégâts. Oui, d'accord. Voilà 27 ans que Caroline Boxus vit dans l'ombre du colosse. Un palais qui fait partie de son quotidien et de celui de ses fidèles clients. Les échafaudages, on ne sait pas si c'est le palais qui tient les échafaudages ou l'inverse. Mais franchement, moi j'ai 58 ans et je peux vous assurer que je crois que je les ai toujours connus, les échafaudages. Depuis son restaurant, Caroline Boxus voit ce titan d'acier et de pierre souffrir depuis des années, presque une agonie. Elle a même été le témoin de ce qui aurait pu être un véritable drame. Des pierres qui sont tombées de là-haut et là-bas un peu plus bas, carrément la rambarde qui est tombée, donc sur des gens qui heureusement n'ont pas été blessés, que nous on a récupérés parce qu'ils étaient dans un état, on a appelé les ambulances, et sur des voitures qui étaient entièrement défoncées. Vous aviez des blocs de 50-60 kilos qui sont tombés. Eh bien, ils sont toujours tombés, et je veux dire, on les a jamais réparés. Hein. On a mis une barrière nadar à la place, point barre, ça s'arrête là, quoi. On l'a laissé pourrir sur place. Ce palais de justice en souffrance, Mariette Willebort le connaît peut-être mieux que quiconque. Voilà 53 ans qu'elle y travaille. Elle y habite même 24 heures sur 24. C'est la concierge du palais. Ça va ? Hé Thierry, je suis devenue arrière-grand-mère, hein ? Oui. Mariette et sa famille, c'est 3 générations de présence au palais. Maman était femme d'ouvrage ici, hein ? Ici au palais. Ici au palais de justice, oui. Et j'ai mes sœurs qui travaillaient dans le palais, ma jumelle travaillait dans le palais ici. J'ai mes petits-enfants, quand ils étaient petits, ils étaient chez moi. On allait à la salle des pas perdus, jouer au football avec eux. Et ils roulaient en trottinette dans les couloirs. Voilà. Et comment il va le palais en 2021 ? Ben, pas très bien. Déjà les échafaudages, c'est depuis que maman travaillait ici qu'on a déjà connu les échafaudages à la coupole en haut. Bon, la coupole a été rénovée, mais maintenant ils ont mis de plus en plus les échafaudages. Et je trouve... Maintenant, il paraît qu'ils vont les enlever. Ils vont d'abord travailler dessus, et puis ils vont les enlever. Ces fameux échafaudages, les voici. Ils apparaissent déjà en 1984. Ils doivent permettre la restauration du tambour de la coupole, cette énorme structure de pierre fort défraîchie.
L'État va louer ces échafaudages jusqu'en 2000 pour finalement les racheter. Mais ce n'est pas tout. En 2005, de nouveaux échafaudages sont placés, cette fois-ci sur la façade principale du palais. Leur mission, éviter de nouvelles chutes de pierre. Là aussi, les échafaudages sont loués, puis finalement rachetés en 2014. Cela veut dire qu'entre location et rachat, la Belgique aura déboursé 1,5 million d'euros pour une double forêt de tubes métalliques oxydés qui n'a jamais servi. Jean Decotte, un des plus hauts magistrats du pays, n'en revient toujours pas. Consternation. Est-ce que vous avez déjà imaginé que le château de Versailles puisse être placé sous échafaudage pendant 40 ans? Ça n'arrive pas, mais ça arrive à Bruxelles. Le palais fait peine à voir de l'extérieur. Mais vous n'avez encore rien vu. C'est parfois pire à l'intérieur. Pour le constater, nous retrouvons Jean Decotte, ancien premier président de la Cour de cassation. Cette fonction suprême, il l'a occupée jusqu'en 2019. Aujourd'hui, il est toujours magistrat, alors qu'il pourrait partir à la retraite. Mais son engagement et sa vocation lui commandent de poursuivre sa mission dans les murs de son cher palais. Alors au fil de sa très longue carrière, il a vu le bâtiment se dégrader, progressivement. C'est le cas ici, dans le monumental escalier de marbre qui relie l'édifice au quartier des Marolles. Si en haut des marches, cela fait encore illusion, plus on descend, plus la situation devient critique. De quoi vraiment s'inquiéter. Ben oui, c'est une catastrophe. C'est le plafond de la chapelle Sixtine. C'est un endroit particulièrement majestueux où la monumentalité de l'œuvre de Poulart s'exprime avec le plus de force. Et voilà que cette entrée est condamnée. Cette entrée est condamnée parce que le plafond, ici encore, et de façon massive, s'est effondré, rendant cet accès impraticable, rendant cet accès dangereux. Et il est préoccupant de voir que, voilà, vous le voyez vous-même, il n'y a pas de traces d'activité, il n'y a pas d'ouvriers qui travaillent ici. Il n'y a rien. Les dégâts sont criants et les travaux urgents. Pourtant, les années passent et les choses s'aggravent. D'énormes espaces sont laissés à l'abandon. Ici, le temps s'est arrêté. Et dans cette ancienne salle d'archives, de nouveaux occupants ont pris leur quartier. Et voilà comment le palais de justice devient peu à peu le plus grand pigeonnier du royaume. C'est à se demander si les autorités belges ne sont pas devenues indifférentes au sort du plus extraordinaire édifice du pays. Jean-Pierre Beul, un ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles, est viscéralement attaché au bâtiment. Alors pour sauver le vieux palais, il a décidé de faire bouger les choses en créant la Fondation Poulart. Une fondation qui regroupe de nombreux avocats, intellectuels et artistes. Alors le triste état du palais, c'est la faute à qui? Voici sa réponse. Ça s'explique assez simplement. D'une part parce que vous avez le pouvoir judiciaire qui est le maillon faible des trois pouvoirs. D'autre part, vous êtes à Bruxelles et dans le paysage institutionnel, Bruxelles est le maillon faible. Il y a très longtemps que nous n'avons plus eu de ministre de la Justice et ou de la Régie des bâtiments qui est un Bruxellois et qui ait eu la volonté de trouver une solution à cette incompréhension, à ce casse-tête chinois qui est là. Parmi les responsables du triste état du palais de justice, Jean-Pierre Beul désigne les ministres en charge de la Régie des bâtiments. La Régie des bâtiments, c'est quoi? Eh bien, c'est un organisme public qui gère les bâtiments de l'État fédéral. Donc, les travaux de réparation et de restauration du palais de justice, c'est le boulot de la Régie. À sa tête, Laurent Vreidax, un ingénieur civil. Quand il prend ses fonctions, il découvre le dossier du palais et pointe certaines priorités. Quand j'ai pris mes fonctions en 2008 à la Régie des bâtiments, on s'est concentré, surtout et avant tout, sur la sécurité du personnel et des magistrats qui exercent leur activité dans le bâtiment. Et c'est une chose qui a été primordiale. Il était surtout et avant tout important
d'avoir un plan d'évacuation, de pouvoir sortir du bâtiment en toute sécurité, de pouvoir alerter le personnel quand il y avait un problème d'incendie. Et ensuite, on s'est concentré sur l'aspect, je ne vais pas dire esthétique, mais préservation patrimoniale du bâtiment. La sécurité du palais passe avant sa rénovation. C'est le choix de la Régie des bâtiments. Cela signifie que d'autres problèmes restent en suspens. Les locaux se détériorent. Conséquence, l'espace disponible n'arrête pas de se réduire. Karine Couclet, cela fait 40 ans qu'elle plaide au palais. Elle a assisté à la dégradation progressive des lieux et à l'exode continu de ses occupants. Au fur et à mesure que le bâtiment n'a pas fait l'objet de soins, qu'on délocalise un peu toutes les juridictions. Moi, quand j'ai commencé, le tribunal de commerce était au premier étage, les justices de paix ici, tout était ici, tout était dans le palais. Et maintenant, on délocalise tout. Bon, mais c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de salles ici. Si vous allez au premier étage, à part la cour d'assises, la cour de cassation et la salle des audiences solennelles, il y a 36 salles qui ne sont pas occupées. Et on serait tellement mieux dans notre vieux palais. Ce vieux palais, malgré son état et tous ses défauts, certaines juridictions ne voudraient le quitter à aucun prix. C'est notamment le cas de la Cour de cassation. Pourtant, le ministère de la Justice a bien tenté de l'en faire sortir. Bien sûr, nous avons des difficultés de locaux, etc. Nous manquons de place, alors que ce palais est énorme, nous manquons de place. Donc, ces problèmes sont connus. Et donc, on nous a fait la proposition de partir. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, la Cour de cassation? Elle s'est réunie en Assemblée générale et on a posé la question aux conseillers, voulez-vous quitter le palais de justice? Et la réponse des conseillers a été unanime. Nous voulons rester et nous voulons siéger sous la coupole. Si quelques juridictions restent encore sous la coupole, bien d'autres ont été réinstallées dans de nombreux bâtiments tout autour de la place Poulart. Aujourd'hui, pas moins de 160 000 m² sont loués à des sociétés privées pour les besoins des cours et tribunaux. Qu'est-ce qui justifie cet exode massif et continu? Nous avons posé la question aux locataires de ces immeubles, le ministre de la Justice. Oui, écoutez, c'est une bonne question. Moi, je suis ministre depuis le 1er octobre, donc je ne sais pas quelles étaient les motivations historiques de ce mouvement, notamment dans d'autres bâtiments, ça je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un profite de cette situation, qu'il y ait très peu d'espace occupé au Palais Poulart et que ces juridictions soient installées dans d'autres bâtiments qui n'appartiennent pas à l'État? Non, vous voulez dire qu'il y a d'autres raisons qui sont derrière ces mouvements, des raisons privées, quoi, ça veut dire. Je ne sais pas. Qui est propriétaire de ces bâtiments dans lesquels les autres sont là? Ce sont des bâtiments d'État? Non, c'est des bâtiments. Vous avez bien entendu. C'est donc nous qui apprenons que l'État belge loue tant de bâtiments au privé pour les besoins de la justice bruxelloise. Surprise de Vincent Van Quickenborn. Montesquieu. Oui. Il y a bâtiment Themis, il y a Portalis, il y a Wollestraat. Ja. Donc, ce sont tous des bâtiments privés, ça? Oui. Le ministre l'ignore sans doute, mais si l'État loue tant de bâtiments autour du vieux palais, c'est à cause d'une décision du gouvernement prise en 2013. Tous les cours et tribunaux qui déménagent doivent être installés à proximité immédiate du palais Poulart. Évidemment, les sociétés immobilières qui possèdent ces bâtiments se frottent les mains. Et on parle ici de loyers costauds, de l'ordre de 200 € le mètre carré par an. Soit une facture pour le budget fédéral de plus de 34 millions d'euros chaque année, ce n'est pas donné. Mais pour le patron de la Régie des bâtiments, il n'y a pas moyen de faire autrement. Quand on décrète que finalement la place Poulart, ça devient le campus justice, il n'y a pas 36 endroits d'autres où aller. On est sûr qu'on doit se retrouver autour des bâtiments. Ce qui n'a évidemment pas été une facilité pour nous, Régie des bâtiments, c'est de négocier avec des propriétaires qui de toute façon savaient qu'on n'allait pas aller très loin ou pas plus loin que de l'autre côté de la place. Et donc ça a été une négociation assez âpre pour pouvoir occuper des bâtiments qu'on avait dû prendre en location pour des besoins de la justice et garantir au moins la continuité de ce service. Oui. Nous allons vous montrer un de ces bâtiments justice loués fort cher, le Montesquieu. Les avocats et les magistrats l'appellent ironiquement le palais Ikea. Il y a 10 ans, ce bâtiment a été refait à neuf pour les besoins de la justice. Il abrite notamment le parquet fédéral. Quand on est à l'intérieur, on voit très vite ses faiblesses et ses limites.
Ici, au tribunal de la famille, les couples en instance de divorce, qui s'affrontent autour de la garde des enfants, sont obligés de cohabiter dans une salle d'attente trop petite. Et les incidents sont fréquents. On est vraiment loin des dimensions de l'ancien palais, que ce soit en largeur et encore plus en hauteur. Ce sont des architectures banalisées, fonctionnelles, plates, incolores et inodores, mais pratiques. Mais quelle chance nous avons! Est-ce que vous imaginez la chance d'avoir pu conserver ce bâtiment qui est unique et qui parle? Je ne sais pas si un cube, ça parle comme cette colonnade, mais cette énorme babelle de pierre qui étale son ventre sur 26 000 mètres carrés, mais vous vous rendez compte tout ce que ce palais a à nous dire? Est-ce que vous l'avez déjà écouté nous parler? Le palais Poulart. Écoutons sa plainte et ses sanglots. Ce bâtiment unique au monde, eh bien il aurait pu disparaître. Car c'est à peine croyable, aucun texte légal n'avait été prévu pour le sauvegarder. C'est Willem Draps, un Bruxellois de toujours, qui se rend compte du scandale. En 2001, il est secrétaire d'État en charge du patrimoine à la région de Bruxelles-Capitale lorsqu'il décide de classer le palais de justice. Les réactions à ce classement que j'ai reçu, c'était effectivement comment est-ce que ça n'était pas fait déjà depuis longtemps? Eh bien, ça s'explique par le fait que l'on considérait, la loi sur la protection des monuments date du début des années 30, et l'on considérait que les bâtiments qui étaient propriété de l'État étaient en de bonnes mains et donc qu'il n'était pas nécessaire de les protéger. Le palais de justice est donc classé. Pourtant, en 2010, les autorités belges semblent encore s'en moquer puisqu'elles organisent un concours international d'intention pour réaménager l'ensemble du site Poulart. Un concours où toutes les idées sont les bienvenues. Alors les architectes d'ici et d'ailleurs, eh bien ils vont se lâcher. Accrochez-vous, il y a la version parc d'attractions avec les montagnes russes. On trouve aussi les jardins suspendus de Bruxelles-Babylone. Et il y a pire encore. Le premier prix qui a été décerné dans le scénario non-justice était démolition de ce palais, reconstruction des rues et des maisons, ici dans les Marolles, au XIXe siècle. De qui se moque-t-on? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2015, un grand promoteur immobilier propose de construire un tout nouveau palais de justice sur son terrain, rue de la Régence. Un immeuble de bureaux de 30 000 mètres carrés sur 9 niveaux. Ce projet de nouveau palais de justice sera finalement rejeté. Mais les autorités belges vont encore réfléchir à propos de l'affectation du palais Poulart. Et vous allez l'entendre, l'imagination ne manque pas. À un moment donné, l'idée a circulé que le socle du palais, c'est-à-dire les niveaux inférieurs, le niveau -1, -2, -3, -4, pourrait servir à établir des sortes de galeries marchandes, des commerces. On a même payé, figurez-vous, cher et vilain, un bureau de consultance pour vérifier la faisabilité d'une implantation commerciale dans le socle du palais de justice. Nous autres magistrats, on savait que c'était pas bon, que c'était pas possible, mais il a fallu financer ce bureau d'études qui est arrivé à la même conclusion, que ça ne serait pas, que ça ne fonctionnerait pas, que ça n'était pas adapté, que ces locaux n'étaient pas adéquats. Ce palais de justice est pour moi et devrait pour moi rester entièrement dédié à la justice. Que M. Decautre soit rassuré. Le précédent gouvernement l'a finalement décidé. Le palais Poulart servira à la justice, et rien qu'à la justice. Mais ce palais ne peut pas répondre à tous les besoins, et cela surtout par manque de place. Alors faut-il continuer à louer tout autour, construire du neuf à proximité ou plus loin? La réponse à ces questions, nous avons essayé de la trouver en examinant l'expérience française. Nous voici à Paris, en bord de Seine, face au majestueux palais de justice de l'île de la Cité. Il s'agit d'un bâtiment historique et prestigieux. Ses premiers éléments datent du XIIIe siècle. Il est donc beaucoup plus vieux que celui de Bruxelles, mais aussi 3 fois plus étendu. Pourtant, au fil des années, il était devenu bien trop petit. Nous nous sommes rendus sur place pour rencontrer le premier président de la Cour d'appel de Paris, Jean-Michel Ayat,
l'homme qui a réorganisé l'ensemble des cours et tribunaux de la capitale française. Les magistrats et les fonctionnaires travaillaient dans des bureaux exigus, mal aérés, très sombres, avec très peu de surface, très froid l'hiver, très chaud l'été. C'était pas du tout satisfaisant. Tout le monde était à l'étroit, et notamment le tribunal de Paris. Donc il est apparu à un moment incontournable qu'il faille envisager que une de ces trois entités quitte le palais historique, et c'est pour le tribunal de Paris que la décision a été prise d'envisager un nouveau bâtiment, et c'est ensuite 20 ans de discussion, 20 ans d'arbitrage politique pour savoir où envisager le déménagement du tribunal de Paris. Après ces très longues discussions, un choix radical est finalement posé. La construction d'un palais de justice géant et ultramoderne le long du périphérique. 38 étages et 120 000 mètres carrés de locaux. Pour ce qui est de son architecture, la fonction justice et la symbolique ne sautent pas aux yeux. Cela pourrait être un bâtiment administratif comme un autre. À l'intérieur, ça ressemble beaucoup plus à un hall d'aéroport ou d'hôpital qu'à celui d'un palais de justice classique. Mais tout y est moderne et ordonné. Malgré ce tout nouveau et grand tribunal de Paris, le vieux palais reste plus que jamais au centre de la vie judiciaire de la capitale. Il accueille désormais les grands procès à haut risque, comme ceux des attentats islamistes du Bataclan. Pour cela, une très grande salle hyper sécurisée a été aménagée dans l'ancienne et immense salle des pas perdus. De quoi accueillir 500 personnes et rendre la justice dans un lieu à nul autre pareil. Il faut savoir que un procès qui va permettre de faire comparaître devant la cour d'assises les auteurs présumés d'un attentat ou les complices, il est heureux que cela se tienne dans un palais de justice. Les parties civiles étaient très attachées à la symbolique même judiciaire, et l'expérience qui a pu être faite dans le passé d'avoir recours à des gymnases ou à des salles polyvalentes, c'est toujours apparu complètement inadapté parce que la solennité d'un palais de justice est unique et irremplaçable. À côté de ce nouvel espace hyper sécurisé, le vieux palais abrite toujours les plus hautes juridictions parisiennes qui bénéficient de salles prestigieuses soignées aux petits oignons. Un entretien méticuleux, un soin du détail qui se retrouve jusque dans ces plafonds dignes de la chapelle Sixtine. Ça, c'est pour le palais historique de Paris. Et pour celui de Bruxelles. À première vue, le palais Poulart semble tenir la comparaison. La maison paraît bien tenue. Mais mieux vaut ne pas trop regarder dans les coins. Déjà dans la majestueuse salle solennelle de la Cour de cassation, des morceaux de plafond sont tombés et le papier peint a connu des jours meilleurs. Ailleurs dans le palais, c'est la peinture qui pose problème. Elle s'écaille de partout. Et pour ce qui est des fenêtres, plusieurs sont bloquées avec de grosses vis pour éviter qu'elles ne tombent. Pour les vitres, c'est pire encore. Quand elles sont brisées, le personnel du bâtiment les bouche avec des plaques de bois. Lorsqu'un carreau est brisé dans votre maison, est-ce que vous attendez pour le réparer? Vous faites appel à un corps de métier et vous réparez cette fenêtre. Ici, pas. Pourquoi? Parce qu'on globalise le marché. On attend qu'il y ait beaucoup de carreaux cassés dans beaucoup de palais de justice de tout le pays pour désigner une firme qui va réparer l'ensemble et qui, grâce à ce marché, coûtera moins cher à l'État. Le résultat des courses, c'est que nous vivons toute l'année durant avec des panneaux de bois agglomérés qui obstruent les fenêtres en attendant qu'on mette les vitrages nécessaires. Les vitres ne seraient donc pas réparées pour faire des économies. Il y a de quoi tomber de sa chaise. Et pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit. Écoutez la réponse du gestionnaire des biens de l'État. Pour ne pas intervenir au coup par coup, on va faire un contrat global pour faire en sorte que tous ces châssis soient en une fois réparés et ou remplacés. Oui, mais une vitre que vous cassez chez vous, en façade... Vous la remplacez. Oui, mais vous la remplacez, vous passez par un marché public pour... Vous faites venir le vitrier. Ici, il y a une réparation urgente. Pour l'urgence, il n'y a aucune procédure?
Ce serait peut-être une question à poser à la justice. Apparemment, il ne doit pas y en avoir, puisque j'ai encore constaté que certaines vitres étaient endommagées. Ce n'est pas moi, c'est lui. Le propriétaire, donc l'État, représenté par la Régie des bâtiments, renvoie la balle au locataire, le ministre de la Justice. Réponse du ministre. On a installé une équipe spécialisée de 5 personnes qui doivent jour après jour voir, notamment sur les petits travaux, vous avez donné une référence, comment résoudre le problème directement et pas attendre ou pas d'installer des solutions un peu mi-terme, quoi, qui restent des solutions éternelles. Une équipe miracle va donc se pencher sur la question. En attendant, les vitres brisées du palais de justice de Bruxelles restent en l'état. Mais à Paris, comment fait-on quand une vitre est brisée ? Il y a un service technique qui est placé sous l'autorité du Premier président et de la procureure générale qui se charge de procéder le plus rapidement au remplacement de la vitre. Ça s'est passé tout récemment dans une salle de la cour d'assises. Une vitre brisée va le rester un jour, une semaine, un mois ? Certainement pas un mois, certainement pas une semaine, c'est vraiment de l'ordre de 24 à 48 heures. Notre palais de justice aux vitres brisées a néanmoins reçu de nouvelles toitures pour mettre fin aux infiltrations d'eau. Pour cela, la Régie des bâtiments, qui est le propriétaire, a déboursé 4 millions d'euros. Problème, l'eau s'infiltre toujours dans le palais. Elle imprègne les murs, elle coule depuis les plafonds et remplit les seaux placés pour protéger les piles de dossiers en cours. Mais pourquoi donc l'eau rentre-t-elle toujours alors qu'il y a de nouvelles toitures ? Eh bien c'est très simple, c'est parce que le locataire, la justice donc, n'entretient pas les gouttières. C'est pas la régie qui nettoie les gouttières, c'est vous. Mais ça n'a pas été fait. Le ministre, personnellement, oui, chaque matin. Votre administration. Ouais. Mais écoutez, là, de nouveau, comme j'ai dit, donc je vais répéter encore la chose, c'est qu'on a constaté qu'on était en train de faire un entretien d'un bâtiment spécifique avec des mesures très généralistes, comme on le fait dans d'autres bâtiments de justice. Et ça, c'est pas la méthode pour soigner notamment un tel bâtiment. De là qu'on a décidé depuis quelques mois maintenant d'installer une équipe spécialisée de 5 personnes, notamment aussi pour ces travaux-là, et de lancer un appel d'offres au marché pour qu'on puisse désigner une entreprise spécialisée au lieu d'entreprise généraliste. C'est le ministre qui le dit, le problème sera résolu en désignant une société spécialisée. Pourtant, une société spécialisée avait déjà été choisie par la justice et la Régie des bâtiments. Alors que s'est-il passé ? Une entreprise privée qui a été un peu, à mon avis, débordée par les événements en termes de l'ampleur de la tâche. Et ce qui est important, c'est pas le tout d'en avoir une d'entreprise, il faut pouvoir la contrôler correctement aussi. Et on apprend énormément de ses erreurs. Et ce contrat arrive à échéance en fin 21. On va relancer un nouveau contrat en 22. On va mieux organiser les choses pour s'assurer d'avoir un contrôle à tous les niveaux. Vous avez tout compris ? Non ? Allez, on vous résume. Il y a donc une société désignée qui n'a pas fait son travail, mais qui reste encore en charge du chantier. Une autre société sera désignée après un nouvel appel au marché et on espère qu'elle sera plus efficace et mieux contrôlée. En attendant, que se passe-t-il ? Eh bien en attendant, les gouttières restent bouchées. Et en cas de gros orage, bonjour les dégâts. Mais il n'y a pas que les gouttières qui sont bouchées. Marc Bacart en sait quelque chose. Voilà 35 ans qu'il travaille au greffe correctionnel de la cour d'appel. Résoudre des problèmes pratiques au quotidien, il connaît. Il pourrait presque en faire un bouquin. Il n'y a personne qui s'intéresse à l'entretenir, en fait. Par exemple, des toilettes qui ne fonctionnent plus ou qui restent coulées, une chasse d'eau qui ne fonctionne plus. On a presque à mettre à genoux pour avoir un ouvrier de le réparer. Donc, à la fin de compte, on abandonne de le demander et on le fait nous-mêmes. On va au bricon, on va acheter quelque chose, on le remplace nous-mêmes et tout ça. On a même mis l'électricité nous-mêmes parce qu'on demandait des rallonges pour pouvoir installer nos ordinateurs quand on a commencé à installer ces bureaux ici. Ah oui, il me faut autant de rallonges. Bon. Il faut attendre quand même, on doit demander une offre et tout ça, ça va quand même 3 semaines, 4 semaines. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a apporté
du câble d'électricité nous-mêmes. On a installé nous-mêmes. Et comment expliquer que tout soit si difficile, long, compliqué pour obtenir... Pour moi, je crois qu'il y a beaucoup trop de gens qui doivent dire, voilà, maintenant ça, maintenant cric, maintenant crac. Des trucs comme ça. Il y a beaucoup trop de gens qui doivent donner leur accord avant que quelque chose soit fait. Question. Est-ce que le bâtiment était mieux entretenu par le passé? En tout cas, le premier président de Cotte en est convaincu. Il y a une décision, pour moi, désastreuse de la régie des bâtiments qui a été, il y a quelques années, de supprimer le conservateur qui, jusqu'alors, était responsable du bon entretien du palais. Il n'y a plus de conservateur parce que le rôle du conservateur, tel que je l'ai connu dans la fin de son règne, on va dire, puisque c'était plutôt un règne qu'une fonction, ne convenait pas du tout à ce qu'on attendait de la part d'un gestionnaire de bâtiment. On a plutôt remplacé ce conservateur par une équipe. Et cette équipe, c'est le Team Poulart qu'on a mis en place. Donc on n'aura pas une personne, mais 5 personnes de la justice et de la régie qui vont faire ensemble le métier et assurer finalement ce qu'un conservateur, ou ce qu'on aurait pu attendre d'un conservateur par le passé. En fait, le palais est resté sans conservateur pendant 11 ans. Alors le Team Poulart, qui reprend finalement cette fonction, il va en avoir du boulot, notamment pour encadrer les travaux qui s'annoncent. Car oui, voilà que les choses bougent à l'extérieur du palais. Des ouvriers travaillent. Toutefois, on est encore très loin de s'attaquer à la restauration des façades. Il ne s'agit pour l'instant que de la rénovation des vieux échafaudages rachetés par l'État il y a de nombreuses années déjà. Mais on nous assure qu'il faut garder confiance. Celui qui le dit s'appelle Mathieu Michel. C'est le nouveau secrétaire d'État en charge de la régie des bâtiments. Il le jure, cette fois-ci, la machine est lancée. Donc aujourd'hui, c'est quand même une des premières bonnes nouvelles, c'est que le projet en question, il y a un engagement de l'ensemble des partenaires de ce gouvernement pour mettre les moyens disponibles pour réaliser ces travaux. Donc on va vraiment dans le bon sens. Et je ne vois pas aujourd'hui un élément majeur qui ferait qu'on ne pourrait pas y arriver. Et donc c'est vrai que je suis assez optimiste par rapport à l'enjeu. En tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le train il est lancé et rien ne pourra l'arrêter. Rien ne pourra l'arrêter, dit le secrétaire d'État. Pourtant, en 37 ans de présence d'échafaudage, il y en a eu des promesses non tenues et des délais explosés. Alors pour ce qui est de la restauration des façades, il faudra encore faire preuve de beaucoup de patience. Aujourd'hui, on est en train d'identifier encore les points faibles des façades. Et tant qu'on n'a pas identifié les points faibles, ça pourra toujours donner une raison ou une conséquence budgétaire sur l'estimation. On estime aujourd'hui entre 85 et 90 millions d'euros ce que va nous coûter la rénovation extérieure des 4 façades du bâtiment. Si on commence avec un bon entrepreneur à entamer les travaux en 22-23, on espère pouvoir terminer l'ensemble de l'enveloppe extérieure en 28-30 maximum. Cela veut dire que pour le bicentenaire de l'indépendance belge, l'extérieur du palais de justice devrait être remis en état. Mais pour ce qui est de l'intérieur, là, c'est une toute autre histoire et tout reste à faire. Même s'il y a actuellement des travaux en cours au premier sous-sol. Ils concernent l'aménagement des salles d'audience de haute sécurité pour les procès à risque. On appelle ça... Ça, c'est Box in the Box. Et donc ici, vraiment, on est dans une des cours extérieures, en fait, qui est réhabilitée pour recréer justement des espaces qui ont pour objectif, effectivement, de remoderniser un certain nombre de salles pour redonner un outil, effectivement, le plus efficace et le plus moderne possible aux acteurs de la justice. Et donc, on voit ici qu'on essaie de maximiser les projets pour avancer le plus rapidement possible. Si on sera dans un espace hyper sécurisé. Ce sera un espace effectivement hyper sécurisé. Hein, donc, pour les procès à risque. Pour les procès à risque. Alors on est sur des configurations avec différentes entrées. Donc entrée publique, entrée pour les magistrats. Non, pour les magistrats c'est ici. Et entrée pour les prévenus. Et donc tout ça a été évidemment totalement conçu en collaboration avec les magistrats. On doit rétablir ça. Vous l'avez vu, il s'agit seulement de nouveaux aménagements pour le palais de justice. Pour ce qui est de sa rénovation intérieure, on est encore fort loin du compte. Et surtout, on ne sait pas très bien combien cela risque de coûter. Les sous. Toujours les sous. Ce que va coûter l'intérieur, on peut imaginer que ça oscillerait
et vous donnez une fourchette aussi importante, en devient presque ridicule, mais entre 100 et 200 millions d'euros, 150, 180 millions d'euros, nous le saurons seulement qu'à partir du moment où on aura un vrai bureau d'études qui nous fera une vraie étude par rapport au phasage des travaux, parce qu'on n'interviendra pas comme on le voudra dans ce bâtiment, il faut bien s'en rendre compte. Donc ce phasage va être important aussi sur le coût, et ce qu'on aura étudié à l'intérieur du bâtiment va être important pour faire cette estimation. Oui. Entre 100 et 200 millions d'euros pour restaurer l'intérieur du palais, une fourchette fort large. Ça, c'est sans compter d'éventuelles mauvaises surprises. Et elles sont toujours possibles quand on voit l'état d'abandon dans lequel se trouvent tant d'espaces complètement délaissés. Comme si le temps s'y était arrêté. Mais on nous l'assure, le palais n'est pas en danger. Il y a bien de vilaines crevasses dans certains murs et plafonds. Elles sont connues et sous contrôle étroit. L'ossature en acier du bâtiment demeure intacte d'après les ingénieurs de la Régie des bâtiments. En fait, les mauvaises nouvelles viennent d'ailleurs. Elles ont été découvertes il y a quelques mois, ici, dans cette salle de la Cour de cassation. Une salle victime d'une précédente inondation. En ôtant les gravats, en enlevant au niveau du plafond tout ce qui tombait, on a découvert une charpente avec de la mérule. Et on a commencé à traiter la mérule. Et au fur et à mesure qu'on traite cette mérule, on s'aperçoit qu'elle est de plus en plus étendue. Il y en a, en fait, en réalité, il semblerait bien qu'une bonne partie du plafond soit infestée par ce champignon qui est assez courant à Bruxelles. C'est catastrophique, ça. Et donc, dans le palais de et c'est-à-dire que justice. ça m'inquiète un petit peu, parce qu'effectivement, on est en train de mettre au point un programme des besoins qui a trait à la restauration intérieure du palais de justice. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'en réalité, en mettant le doigt dans cette fourmilière, on va peut-être se retrouver avec le bras coincé jusqu'au coude, vu qu'en réparant une misère, en réparant un désordre, on s'aperçoit inévitablement qu'en réalité, les dégradations, si vous voulez, sont beaucoup plus importantes que ce qu'on avait cru à l'œil nu. La mérule, un véritable cancer pour les boiseries et les pierres. Un impitoyable fléau qui peut très vite se répandre un peu partout. Alors cette mérule, va-t-on la retrouver encore ailleurs dans le palais? Le bâtiment est tellement grand, avec tant de locaux abandonnés, que l'on peut toujours redouter le pire. Le pire, le palais l'a déjà connu en 1944, quand les troupes allemandes y ont bouté le feu lors de leur fuite. Le feu qui a fait s'effondrer la coupole centrale et ravager une partie du socle. Mais à la Libération, le gouvernement a mis le paquet pour que le palais soit remis en état. Il a fallu 10 ans de lourds travaux pour que le bâtiment retrouve son éclat et son prestige. Aujourd'hui, le chantier qui s'annonce sera d'une ampleur presque équivalente à celui lancé après-guerre. Si la marche à suivre est relativement claire pour la restauration de l'extérieur, en revanche, pour programmer la restauration de l'intérieur, c'est plus compliqué, car la Régie des bâtiments attend le feu vert, un feu vert venu d'ailleurs. Pour pouvoir savoir à quelle destination ces locaux vont être voués, il faut au moins voir les besoins de la justice pour identifier clairement ce que la justice veut par rapport aux tribunaux qui occupent et qui occuperont le palais à l'avenir. Eh bien, nous avons posé la question au ministre de la Justice. Et il nous l'assure, le dossier est en bonne voie. Où en est-on? Le SPF Justice est en train de faire le programme des besoins. Donc, on fait le programme de besoins. Qu'est-ce qu'il y aura besoin au sein de ce bâtiment? L'exercice sera fait d'ici au plus tard fin de l'année. On a pris un peu de retard parce que la Cour d'appel a tardivement déposé ses nécessités. Et donc, pour la fin de l'année, un programme de besoins sera fait. Et donc, à ce moment-là, la Régie des bâtiments pourrait faire ses plans. On attend donc le rapport du ministère de la Justice, et puis on peut commencer les travaux? Eh bien non, ce n'est pas aussi simple que cela, car il y aura un autre problème à régler. Ça va être une autre paire de manches, puisque nous allons devoir rénover un bâtiment tout en maintenant l'activité dans ce bâtiment. Et c'est une activité relativement complexe, spécifique. Une salle d'audience, ça doit pouvoir avoir une sécurité garantie, donc des transferts de détenus, qui vont devoir croiser un jour des ouvriers, pouvoir bénéficier d'une certaine acoustique privilégiée, pas de bruit, pas d'interférence, pas de perturbation. Donc on va devoir vraiment bien s'organiser, et c'est ce qu'on va faire avec un bureau d'études qui va aussi réfléchir à l'aménagement de l'intérieur pour ne pas perturber l'activité.
Je défie quiconque de rénover sa maison tout à l'habitant. Rénover le vieux palais de justice où travaillent plus de 1000 personnes, tout en y maintenant les activités des cours et tribunaux, c'est un fameux casse-tête. Pourtant, à Paris, cette opération ne semble pas du tout impossible. On essaye d'avoir ce qu'on appelle des locaux tampons, c'est-à-dire permettre provisoirement de déménager un service dans un local le temps que l'on fasse les travaux dans leurs anciens locaux pour leur permettre de les réintégrer une fois les travaux terminés. Donc ça va être une opération gigogne en quelque sorte, mais qui va concerner l'ensemble du palais de justice pendant des années et des années. À Paris, les travaux de restauration, nous dit-on, seront finis dans 10 ans maximum. En revanche, à Bruxelles, le scénario le plus optimiste évoque seulement l'année 2040. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra énormément de temps et de moyens pour restaurer ce palais géant. Un édifice babylonien qui incarne comme nul autre la très haute mission de la justice. Un palais que bien des magistrats considèrent comme absolument irremplaçable. Alors on a un peu l'impression ici d'entrer dans l'Olympe. Par cette monumentalité, le palais de justice nous dit « Attention, ce que vous faites, c'est pas n'importe quoi. Ça n'est pas rien d'accuser. Ça n'est pas rien de défendre. Ça n'est pas rien de juger. » Le palais de justice nous dit qu'il y a un peu de grandeur dans votre action, qu'il y ait de l'humanité dans votre écoute, qu'il y ait de l'excellence dans vos écrits, qu'il y ait de la hauteur dans vos conceptions. Le palais de justice nous raconte tout cela. Le palais de justice nous dit aussi, vous savez, vous n'êtes pas des barbares. Le palais de justice, un rempart contre la barbarie, l'image est forte. Alors ce bâtiment si symbolique, tellement incontournable, sera-t-il un jour remis dans un état normal, digne de son rang? Beaucoup voudraient l'espérer. Ah, moi, mon rêve, c'est qu'il soit, non pas rénové, mais en tout cas entretenu. Parce que je trouve aussi que, notamment pour les justiciables et pour les gens, pour le commun des mortels, ça donne quand même une image de déliquescence qui ne correspond pas avec ce qu'on doit attendre de la justice. J'ai des craintes pour le palais parce que s'ils ne font pas de travaux, qu'est-ce que le palais va devenir? Moi, je serai peut-être plus là pour le voir. Mon souhait serait que ce bâtiment sera remis en état neuf, comme il était au fin du 19e siècle. Mais je crains que ça ne va jamais se réaliser. C'est un monument unique au monde. Et je serai la plus heureuse de toutes d'avoir des travaux jusqu'à ma pension devant mon nez, parce qu'enfin, on va s'occuper de lui. Mais pour l'heure, le palais de justice de Bruxelles reste dans un triste état. Les chantiers souvent annoncés doivent encore et toujours débuter. Des travaux pourtant urgents, des travaux à faire impérativement avant que les délais raisonnables ne soient irrémédiablement dépassés.